Bonjour. Nous avons vu la fois précédente que l'univers, d'après les scientifiques, est apparu fortuitement d'un rien primordial. Avant sa naissance, il n'y avait absolument aucun espace ni aucun temps. Et ces dimensions sont apparues ensemble et ne peuvent être dissociées. Cette naissance a été appelée le Big Bang. Ce terme, entre parenthèses ironique, est apparu la première fois pour désigner le modèle cosmologique de l'expansion de l'univers par le physicien britannique Fred Hoyle lors d'une mission de la BBC le 28 mars 1949. Fred Hoyle, qui croyait que l'univers était statique, voulait se moquer du nouveau concept apporté par le physicien russe Alexander Friedman et 5 ans plus tard par le physicien belge Georges Lemaître. Mais comment est né ce tout? D'abord, il y a eu une très forte inflation, c'est-à-dire un gonflement ultra rapide d'un point d'espace plus petit qu'un électron ou un proton et qui commença à s'agrandir trop vite, plus rapidement que la vitesse de la lumière, avec des éléments primordiaux et du temps. Les calculs prédisent qu'au début, il était extrêmement dense et chaud. À l'instant zéro, sa densité et sa chaleur étaient pratiquement infinies. Et voilà qu'on revient à ce maudit infini qui nous donne un terrible mal de tête. Et c'est pour cette raison que les différentes théories, comme la relativité d'Einstein, qui peut décrire l'évolution de l'univers, arrivent à leur terme et à leur limite juste avant cette incroyable et colossale inflation. Cette limite s'appelle le mur de Planck. Même la théorie quantique qui, elle, traite du monde atomique et subatomique, c'est-à-dire le monde de l'infiniment petit, ne peut pas expliquer ce qui s'est passé avant l'ère de Planck. C'est cette période appelée inflation. Mais qu'est-ce que l'inflation au juste? Cette phase d'expansion, nommée inflation, décrite en 1979 par son premier théoricien, le physicien américain Alan Guth, se serait produite très tôt dans l'histoire de l'univers. Elle est de l'ordre de 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang. Une fraction de seconde, un temps extrêmement court, presque inconcevable, mais il faut bien un début. Durant cet ultra court instant, le volume de l'univers s'était agrandi d'une façon immense. Il doubla une centaine de fois de l'ordre de 2 puissance 100. Enfin, l'inflation se serait terminée, laissant une autre phase prendre le relais qui est l'expansion qui se poursuit jusqu'à maintenant à un rythme ralenti. Durant l'inflation, aucune loi physique actuelle ne peut marcher ou expliquer cette naissance bizarre. Parce que les 4 forces fondamentales, en l'occurrence l'électromagnétisme, l'interaction faible, l'interaction forte et la gravitation, étaient amalgamées ensemble. Or, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune formule ou équation qui peut les décrire lorsqu'elles sont dans cet état. Et c'est tout le paradoxe, car de l'instant 0 jusqu'à 10 puissance moins 35 secondes, rien ne marche comme prévu. Au-delà du mur de Planck, les lois physiques commencent à fonctionner correctement. C'est vous dire que personne au monde en ce moment et avant ne peut expliquer comment est né l'univers et de quelle façon. Même les théories les plus avancées, comme celle du multivers, chère au grand savant Stephen Hawking et à d'autres physiciens renommés, ne peuvent décrire ce qui s'est passé à l'instant zéro. D'autres théories récentes commencent à fleurir dans l'esprit de certains scientifiques et nous allons y revenir plus tard. Elles spéculent sur un univers en boucle perpétuelle, c'est-à-dire qu'il naît, grandit, puis finit par se rétracter et revenir à son état initial du début, pour générer un nouveau Big Bang et un autre univers, et la boucle ne s'interrompt jamais. Cela depuis l'infini, évoluant à l'infini, sans jamais connaître de panne, d'interruption ou d'incident. Mon avis personnel est que pour éviter à tout prix l'éventualité d'une cause première, assimilable à la création ou à une divinité, toutes sortes de théories fleurissent, même si elles ne peuvent en aucun cas être confirmées ou directement observées. Ce qui s'apparente un peu à de la spéculation. Passons à l'expansion. Passé les premiers instants de l'inflation, l'univers a commencé à se stabiliser. Lorsque l'univers commença à se refroidir, les conditions permirent aux constituants de base de la matière, qui sont les quarks et les électrons dont nous sommes tous composés, de faire leurs apparitions. Quelques millionièmes de secondes plus tard, les quarks se sont assemblés pour produire des protons et des neutrons, lesquels se sont regroupés en quelques minutes pour constituer les noyaux des futurs atomes. Au fur et à mesure que l'univers poursuivait son expansion, son refroidissement, le rythme faramineux s'est ralenti.
380 000 ans plus tard, les électrons sont capturés dans l'orbite des noyaux, donnant naissance aux premiers atomes. Il s'agissait essentiellement d'hélium et d'hydrogène qui sont encore aujourd'hui, de loin, les éléments les plus répandus dans l'univers. Les observations actuelles suggèrent que les premières étoiles se sont formées à partir de nuages de gaz environ 150 à 200 millions d'années après le Big Bang. Des atomes plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et le fer, sont produits sans cesse au cœur des étoiles et sont projetés dans tout le cosmos lors d'explosions stellaires spectaculaires appelées supernovas. Les équations qui gèrent l'univers peuvent alors expliquer ce qui se passe dans notre cosmos. Et là, les scientifiques découvrirent ce qu'ils ont appelé les constantes fondamentales. Ces constantes nous donnent la stabilité et la fiabilité du modèle cosmique dont nous sommes issus. Mais ces constantes posent aussi un problème majeur pour les scientifiques qui ne veulent pas croire à une cause première comme un dieu. Nous verrons dans le prochain épisode pour quelles raisons. Mais revenons à l'expansion de l'univers qui dure encore aujourd'hui. Donc, dès que les premières réactions se sont réduites de milliards de degrés, la chaleur baissa jusqu'à presque 4000 Kelvin, l'équivalent de 3726 degrés Celsius, ainsi que la phénoménale densité initiale. Les premières étoiles s'allumèrent par des phénomènes de masse d'hydrogène et d'hélium qui vont s'effondrer sur eux-mêmes par la gravité pour donner les premières étoiles, puis ces dernières par agglomération donnèrent les premières galaxies. Mais même dans ce contexte qui paraît clair, les explications des savants se heurtent encore à une autre énigme. Car l'effondrement qui a allumé les étoiles est arrivé trop vite. Et cet écroulement de la matière sur elle-même est si rapide que l'on doit faire intervenir une composante un peu énigmatique et qui est la matière noire. On suppose que c'est un gaz de particules que nous ne connaissons encore pas et qui domine la matière ordinaire par sa masse et sa gravité en accélérant son effondrement. 380 000 ans après le Big Bang, un rayonnement électromagnétique fut émis, prédit déjà depuis quelques décennies. Il a été détecté et observé récemment par le satellite Max Planck, qui grâce à ses capteurs a pu nous faire voir les premiers pas de l'univers lorsqu'il n'était qu'une sorte de vapeur ou de fumée. C'est ce que les physiciens appellent le fond diffus cosmologique. L'univers était alors 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui, plus comprimé, plus chaud. Ce qu'il faut retenir et la question qui se pose est comment de la matière, de l'espace et du temps sont apparus fortuitement et surtout comment ont-ils fait pour apparaître du fameux rien? Je n'ai trouvé nulle part une explication plausible sur le sujet. Tout ce qui est dit ne sont que des propos abstraits, sans vrai fondement scientifique. Pourquoi l'inflation initiale n'a duré que très peu de temps? Car, écoutez bien, si elle s'était poursuivie ne serait-ce qu'un temps infime de l'ordre d'une petite seconde, l'univers ne serait pas comme nous le constatons aujourd'hui. Il se serait étalé trop vite et trop loin pour que les premiers éléments puissent se constituer et donnent les premiers atomes qui donneront eux-mêmes les premières étoiles. Il a fallu que l'inflation soit stoppée juste à temps, c'est-à-dire de l'ordre du trillion de fractions de seconde, pour passer la main à l'expansion génératrice de stabilité d'étoiles, de galaxies et par la suite de la vie, de l'intelligence et enfin de la conscience. Qui a décidé que le bouillon initial soit fait de telle façon qu'il doit produire les éléments nécessaires à la cohésion de l'univers, tels que l'hydrogène, le deutérium, puis l'hélium, qui constituent encore aujourd'hui les éléments de base de notre univers. D'autres questions plus pertinentes encore vont être traitées dans ces épisodes et nous essayerons chacun à sa façon d'y réfléchir et d'y trouver une réponse. Si ce sujet et cette recherche de cette question existentielle et essentielle vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications pour vous informer des prochains épisodes. Merci aussi de partager afin que l'information circule. J'ai le plaisir de vous présenter mon nouveau livre qui vient d'être publié. C'est un roman d'anticipation qui reprend les informations de cette série, mais en plus détaillé. Il raconte une intrigue à l'échelle planétaire et prophétise la fin de l'humanité et de l'histoire et l'avènement d'une nouvelle forme de vie sur Terre et d'un nouvel ordre mondial. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment l'univers fonctionne et par quels mécanismes. Nous allons voir comment ces mécanismes permettent une mystérieuse stabilité qui a généré la vie dans toute sa diversité.
Et jusqu'au prochain épisode, prenez soin de vous. Au revoir.